Bonjour à tous, Jean-René l'Admiral au micro pour une de mes émissions Paroles et Pensées, aujourd'hui consacrée aux élections turques, et j'ai pour invité, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir pour invité Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Et nous sommes assistés par Nicole, donc c'est vraiment un plateau formidable. Bonjour à tous. Alors, Laurent Arthur Duplessis n'est pas un inconnu pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Laurent Arthur Duplessis est un journaliste de haut vol, mais c'est aussi un vrai intellectuel et un géopolitologue. Il a publié une bonne dizaine de livres, je ne les citerai pas tous, concernant notre sujet, les élections turques, le livre marquant qui vient de paraître chez Jean-Cyril Godefroy en 2021 s'intitule « Erdogan ou la haine de l'Occident ». Mais antérieurement, Laurent Arthur Duplessis s'était intéressé de façon intensive à la Turquie. On lui doit notamment un livre paru dès 2005, 10 questions sur la Turquie et 10 réponses qui dérangent. Entre-temps, son avant-dernier livre, c'est Le djihad à la conquête du monde. Et comme je disais, c'est quelques-uns des nombreux livres, de la dizaine de livres qu'il a publiés, mais qui balisent les deux problèmes qui nous occuperont plus particulièrement aujourd'hui, qui sont d'une part les élections turques. Donc, on fera un rapide rappel des résultats qu'on connaît. Et puis ensuite, je demanderai à Laurent Arthur Duplessis, non pas ses pronostics, comme si c'était les courses, mais plutôt les analyses qui sous-tendent ce à quoi on peut peut-être s'attendre. Et ensuite, alors, nous reviendrons à deux questions plus fondamentales, qui est la réislamisation de la Turquie, et puis le livre de Laurent Arthur Duplessis, ou plutôt ce dont il traite, à savoir cette personnalité tout à fait fascinante et admirable en un sens par son efficacité, mais toxique, qu'est Erdogan. Oui, qui est une sorte de génie politique à sa façon. Oui, dans votre livre, vous l'indiquez, vous le dites, oui. Et génie politique, non pas au sens où c'est un créateur d'idées nouvelles, mais il sait gérer les rapports de force nombreux, il sait intégrer différentes forces. Ce matin, dans la matinale, un des invités faisait le rapport avec la formule qu'affectionne Macron en même temps. Sauf que chez Macron, c'est plutôt de la démagogie, de l'électoralisme. C'est de la simple rhétorique, tandis que chez Erdogan, c'est une politique étrangère, particulièrement habile en ce moment, puisqu'il joue à la fois de son appartenance à l'OTAN, la Turquie étant un pilier de l'OTAN, notamment parce qu'elle a la deuxième armée de l'OTAN en nombre en effectif et puis en dotation militaire, etc. Et d'autre part, parce que la position géographique de la Turquie fait que dans le flanc sud-est de l'OTAN, elle occupe une position stratégique et elle abrite une base américaine géante qui permet aux Américains notamment de rayonner loin vers l'Est, etc. Donc, il joue de tout ça, puisqu'en même temps, il a resserré ses liens avec Moscou, et il a acheté à Moscou les fameux les fameux systèmes de missiles, antimissiles S-400, très, très efficaces, très redoutables. Ce qui a agacé les Américains, mais lui maintient ses positions. Tout à fait. Alors, les Américains ont répondu en le privant des fameux F-35, le dernier avion américain ultra moderne, quoique souffrant de problèmes techniques. Et donc, il y a un dialogue à la façon Je t'aime moi non plus entre Erdogan et l'OTAN. Et Erdogan dépend très largement du gaz russe.
Oui, Erdogan pratique cette politique de bascule en même temps vis-à-vis de l'OTAN, de l'Occident, de l'Europe, vis-à-vis de la Russie. Qui a construit une centrale nucléaire en voie d'achèvement en Turquie et qui organise avec Erdogan ce qu'en termes anglais on appelle un hub pétrolier, en termes français on dirait une sorte de nœud pétrolier, de nœud de carrefour d'oléoducs et de gazoducs, de manière à finalement revendre du gaz et du pétrole aux Européens à partir de la Turquie, mais qui viennent de la Russie. Voilà, oui, ça va être comme d'habitude, on boycotte, on sanctionne les Russes, mais on achète son pétrole par l'Azerbaïdjan et là plus directement encore par la Turquie. Oui, et puis l'Inde, puisque l'Inde importe du pétrole. Et on prend une commission. Oui, voilà, évidemment. Voilà, l'Inde importe du pétrole russe et le revend à l'Europe, etc. Mais alors, pour continuer avec en même temps, il joue sur le plan de la politique, il est à la fois un nationaliste forcené et un vrai islamiste pieux. Oui. Et quand on parlera un peu de sa personnalité, c'était très, très net comment les journalistes, il y a maintenant quelques 20 ou 30 ans, nous le présentaient comme un islamiste modéré, lui et d'autres. Et moi, tout de suite, j'ai trouvé que c'était complètement crétin. On voyait bien l'état intellectuel de la plupart de nos journalistes. Et je disais, l'islamisme modéré, ça me fait un peu penser comme le communisme à visage humain qu'on nous avait vendu à propos de la Tchécoslovaquie. Oui. Et je pense à une formule provocatrice un peu forte de Jean-Marie de Clercy qui disait l'islamisme modéré, ça, c'est un petit peu comme si on nous avait vendu le nazisme à visage humain. Oui, et tout à fait. Et en plus, il y a cette personnalité d'Erdogan que j'avais étudiée très soigneusement pour mon premier livre sur la Turquie en 2005, intitulé « 10 questions sur la Turquie et 10 réponses qui dérangent ». Paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy, comme votre tout récent livre Erdogan ou la haine de l'Occident. Et comme tous mes essais sont parus chez Jean-Cyril Godefroy. Le djihad à la conquête du monde qui est paru en 2015. C'est toujours chez Jean-Cyril Godefroy. Alors, j'avais étudié de près la personnalité d'Erdogan et je m'étais rendu compte qu'il était un vrai croyant, adepte du fondamentalisme islamique. Il avait été très pieux dans son enfance et son adolescence et il était resté à l'âge adulte. On l'avait surnommé l'imam Beckenbauer parce que il était à la fois un champion de foot et en même temps d'une telle piété qu'il était l'adjoint de l'imam de son quartier, il l'aidait dans les offices et il citait par cœur des poèmes islamistes et il était d'une réelle piété qu'il a conservé toute sa vie. Et il vivait à la fois dans la foi islamique et dans la nostalgie de l'Empire ottoman. Il a grandi dans un quartier d'Istanbul rempli de vestiges de l'Empire ottoman. Ça a hanté son esprit et ça continue de le hanter et il est nostalgique de la grandeur ottomane. Et lorsque j'entendais à l'époque les commentateurs expliquer que Erdogan était un islamo-démocrate comme il y avait des chrétiens démocrates en Allemagne et en Italie, j'écrivais dans mon livre que s'il ménageait l'appui de Paris, Bruxelles, Washington, etc., en prônant des libertés publiques et en les encourageant une fois au pouvoir, ces mêmes libertés publiques-là qui coupaient les ailes de l'armée turque, laquelle exerçait un despotisme éclairé façon Kemal Atatürk, laïciste pour brider l'islamisme turc, eh bien, une fois qu'il aurait rogné les ailes de l'armée turque, qu'il l'aurait castré, qu'il l'aurait privé de ses moyens de coercition, grâce justement à l'instauration de ces libertés publiques, justement. Eh bien, après, dans un second temps,
il saccagerait les libertés publiques qu'il était en train de rétablir, et il organiserait de plus en plus un despotisme islamiste. Et d'ailleurs, une formule de lui auquel vous faites écho, la démocratie, c'est comme un autobus. Oui. Quand on est arrivé, on descend. Exactement. Et donc, on est arrivé, c'est-à-dire que, premièrement, on a castré l'armée turque. Deuxièmement, on a les sympathies, la lâcheté sympathique de l'Europe, encore maintenant, tout en continuant à la menacer d'ouvrir les vannes de l'immigration et en prétendant toujours être candidat à adhérer à l'Europe pour toucher des sommes énormes. Et à chaque fois, on fait monter les enchères pour augmenter d'autres concessions. Et ça, c'est la grande force diplomatique de Erdogan, dont vous soulignez qu'elle s'inscrit dans une tradition ottomane, c'est-à-dire à la fois jouer sur deux tableaux, sur la bascule, et en même temps faire jouer en même temps la menace à répétition qui obtient au fur et à mesure des concessions progressives. Oui. Alors, effectivement, Erdogan actuellement joue beaucoup sur la corde islamo-nationaliste du peuple turc, mais pas seulement islamo-nationaliste, mais je dirais nationaliste tout court. Ouais. Il y a beaucoup d'électeurs turcs, je dirais nostalgiques de Kemal Atatürk, et pas adeptes du fondamentalisme islamique, mais qui trouvent tout de même qu'Erdogan a beaucoup fait pour restaurer la grandeur turque, puisqu'en effet, en 20 ans d'exercice du pouvoir, Erdogan a donné à la Turquie dans l'échiquier international une position tout à fait cruciale, tout à fait essentielle. En effet, Erdogan, d'une part, durant la période qui va de 2003, quand il est devenu Premier ministre, jusqu'au début des années 2010, Erdogan, par des réformes libérales en économie, il a galvanisé... Il était précédé par... il s'inscrivait là aussi dans des décisions qui avaient été prises par son prédécesseur. Oui, mais par ses prédécesseurs. Oui, mais disons que Erdogan, quand il arrive l'AKP obtient une majorité en 2002, et puis Erdogan devient Premier ministre en 2003 parce qu'il y avait eu des impossibilités constitutionnelles avant, à cause de ces démêlés judiciaires avec... Eh bien, il porte un message de vertu. L'AKP, à ce moment-là, est le parti de la vertu, en quelque sorte. AKP, c'est parti de la justice et du développement, mais en fait, il incarnait des nouvelles élites vertueuses, islamiques, islamique et lutte contre la corruption. Voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie. Et à l'époque, donc, ça l'a beaucoup favorisé pour accéder au pouvoir, et il a obtenu des vrais succès économiques qui faisaient suite à une période de marasme économique. Puisqu'en effet, il y avait une crise avant son arrivée au pouvoir, etc. Et donc, il a, par 3 fois, l'AKP a obtenu d'excellents résultats par 3 élections législatives successives au fil du temps, qui étaient la récompense de ses succès économiques, notamment. Et en même temps, il réislamisait la société turque. Plutôt, il accompagnait la réislamisation par des réformes législatives qui encourageaient cette réislamisation. Là où ça s'est gâté pour lui, c'est que à partir des années 2014-2015, l'économie turque a commencé à avoir des déboires de plus en plus sérieux, et donc son étoile a pâli, son étoile électorale a pâli. Sur l'islamisation, la réintroduction de l'islam dans la société et dans les institutions, il s'inscrivait donc, il faisait une rupture avec l'héritage kémaliste, mais en même temps,
déjà plusieurs de ses prédécesseurs avaient amorcé ce virage. Sans doute là, une des chances, un des atouts, une des cartes qu'a joué Erdogan, c'est le fait d'avoir continué cette réintroduction de l'islam dans la société, dans les institutions, en la proclamant, alors que ses prédécesseurs le faisaient à bas bruit, notamment pour maintenir le lien avec l'Occident. Alors, tout à fait. La réislamisation de la société turque a commencé avec le successeur de Kemal Atatürk, qui était son ancien bras droit, İsmet İnönü. İsmet İnönü a instauré le pluripartisme en Turquie, alors qu'avant, c'était le système du parti unique. Et ce pluripartisme a permis l'essor déjà de l'expression des courants islamistes dans la société turque, puisqu'en 1950, Adnan Menderes, le chef du parti démocrate, qui était un parti qui était assez ouvert sur les thématiques islamiques, ce parti arrive au pouvoir en 1950. L'armée turque voit d'un œil sourcilleux Menderes élargir son ouverture vers les courants islamistes et le destitue en 1960 par un coup d'État et le juge et le tue par pendaison. Ça a marqué l'esprit des islamistes. D'ailleurs, ces élections du mois de mai ont été la date a été avancée aussi en mémoire de cette victoire du parti de Menderes, qui est resté extrêmement adulé dans les milieux musulmans islamiques. Et ensuite, l'armée a composé, dans une certaine mesure, avec les thématiques islamistes, notamment à partir de 1981, pour faire pièce à l'extrême gauche et aux communistes, qui étaient en forte expansion en Turquie à cause de l'industrialisation galopante de la Turquie. Donc les syndicats étaient devenus très puissants, les communistes et l'extrême gauche étaient devenus puissants. Et à ce moment-là, l'armée, dans une certaine mesure, fait des ouvertures au courant islamiste pour faire pièce à ces communistes et à cette extrême gauche-là. Donc, ce mouvement de réislamisation de la société turque, comme vous venez de le dire, était une vague de fond qui avait commencé à s'exprimer à partir des années 50. Et il faut remarquer que c'est commun à l'ensemble du monde musulman. Oui. C'est ce à quoi on a assisté sur l'ensemble des pays. Et certains pays avaient opéré un certain freinage, un coup de frein laïque. C'était le cas de Bourguiba qui a été liquidé. Pendant un certain temps, son successeur a maintenu cette politique. Ben Ali, oui. Ben Ali. Mais les printemps arabes et puis les accusations de corruption, comme s'il était le seul et plus que les autres, a installé les nadas. Et tous ces pays se réislamisent. Et alors, que ce soit l'Algérie, que ce soit les différents pays arabes, avec quelques verrous, comme par exemple Bourguiba, mais ce verrou a sauté, le maréchal Al-Sisi, et puis la personne qui a pris le pouvoir en Tunisie. Mais le paradoxe, c'est que ce sont à chaque fois des coups d'État. Oui. Et alors là, l'Occident, dans sa naïveté, son ignorance et sa lâcheté, critique ces coups d'État au nom de la droite de l'hommerie, sans voir que ce qui est en train de s'installer, c'est la dictature islamique. Et pourtant, elle est à l'œuvre chez nous, qu'il s'agisse des gens assassinés, comme le professeur de Gonflans-Sainte-Honorine, la façon dont des femmes le féminicide islamique est fréquent. On n'en parle pas beaucoup parce que les féministes esqualités mettent ça sous le tapis. Ça devient, et les médias interprètent ça comme un drame conjugal. Alors qu'en réalité, c'est la mise à mort réclamée par la charia et par la tradition islamique d'une musulmane qui
a fauté avec un non-musulman ou qui épouse un non-musulman ou qui se convertit. Ce sont trois figures qui méritent la mort et elle est pratiquée couramment. Simplement, on n'en parle pas et quand on en parle, on trouve des euphémisations pour ne pas faire apparaître le côté islamiste de la chose et disons islamique tout court, puisque comme le dit Erdogan lui-même, il n'y a pas de différence entre l'islam... Il dit que il sait pas ce que c'est que l'islam modéré. Il ne connaît que l'islam tout court. Et d'ailleurs, ce que vous venez l'islam tout court, ce que vous venez d'évoquer sur la condition des femmes vaut beaucoup pour la Turquie où il y a énormément de féminicides, comme on dit aujourd'hui. Et sous l'impulsion d'Erdogan, la Turquie s'est retirée de la Convention internationale des droits de la femme en 2021. Et les tribunaux turcs, largement épurés de leurs éléments modérés par le régime d'Erdogan et donc de plus en plus islamisés, ces tribunaux turcs arbitrent en défaveur des femmes dans les litiges opposant les couples. Et il y a une involution de la condition de la femme en Turquie qui est tout à fait dramatique. Et il est certain que dans ces élections, il y a un enjeu de société. L'opposant principal, Kemal Kılıçdaroğlu, qui a 74 ans, qui est un économiste et un haut fonctionnaire, a réussi à se faire désigner comme le candidat de l'Alliance nationale qui regroupe 6 partis d'opposition. Mais c'est un ensemble hétéroclite, tout de même, et un attelage qui va être très difficile à tenir si Kemal Kılıçdaroğlu devenait président de la Turquie au terme du second tour, donc dans 2 semaines. Faisons le point. Actuellement, Erdogan est en ballottage positif. Voilà. Il a 49%, oui. Alors que son opposant a 45%. Alors, votre analyse, votre pronostic, si je puis dire... Alors, voilà. Je dirais que je ne ferai pas de pronostic évidemment pour le second tour, parce que ce sera très serré, car il y a un troisième homme sur cette scène politique, cette scène électorale. Il s'appelle Sinan Ogan. Il a 55 ans. Et lui, il représente une alliance de 4 mouvements nationalistes. Et Sinan Ogan, lui, il vient du MHP. Le MHP, c'est le parti nationaliste extrémiste, celui des loups gris, comme on dit, les fameux loups gris, qui sont des nationalistes virulents. Alors, le MHP, lui, n'est pas islamiste, mais l'AKP a fait alliance avec le MHP pour avoir la majorité requise pour la réforme électorale qui a conduit à l'hyperprésidentialisation en 2018. Et donc cette alliance AKP-MHP fonctionne bien. Et lorsqu'elle s'est nouée, Sinan Ogan a été de ceux qui ont quitté le MHP parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette alliance. Puisqu'en effet, ça ressemblait un peu à l'alliance de la carpe et du lapin, car le MHP est plutôt laïcisant et l'AKP est fondamentaliste islamiste. Une alliance tactique qui ressemble à une phagocytose, en gros. Oui. C'est-à-dire que l'AKP a mangé ce parti. Mangé, enfin disons, il s'est allié avec. Pas mangé, mais il s'est allié avec. Mais c'est l'islamo-nationalisme. C'est-à-dire que c'est l'alliance de l'islamisme de l'AKP avec le nationalisme à la Kemal Atatürk. Puisque Atatürk lui-même avait rompu avec le concept de l'Empire ottoman qui était celui des millets, les communautés au sein de l'Empire, et le kémalisme avait instauré le concept d'État-nation à la française. Turquie, à la française. Et d'ailleurs, il s'inspirait beaucoup de la France, Kemal Atatürk. Et le génie, une des manifestations, décidément, de ce génie politique d'Erdogan, car il est réellement doué, c'est d'avoir, pour compenser la diminution des scores électoraux
de l'AKP à un moment donné qui faisait qu'il ne pouvait plus faire passer sa réforme constitutionnelle qui nécessite une approbation des 3/5 par le Parlement, eh bien, il s'est allié avec le MHP, ce qui semblait audacieux, ce qui a fait qu'effectivement des gens comme Sinan Ogan ont quitté le MHP, n'étaient pas d'accord. Néanmoins, ça fonctionne bien. Et il s'avère que Sinan Ogan a monté son aventure politique en devenant donc le représentant d'une alliance de 4 partis. Et lui, maintenant, il est dans la position de faiseur de roi. Parce que entre ces 2 tours, il va pas chômer, il va négocier intensivement avec chacun des 2 camps pour savoir ce que chacun des 2 camps peut lui proposer comme avantage politique, et il va arbitrer. Et il va aussi arbitrer, évidemment, en fonction des pressions internes à son alliance des 4 partis. Mais lui, effectivement, il va donner des consignes de vote probablement donc au terme de ces 2 semaines, avant le second tour. Il est difficile de dire pour l'instant quelles seront ces consignes de vote. Et bien sûr, tous ces électeurs ne se reporteront pas à 100%. Voilà, premièrement, 2 mai, premièrement, on ne sait pas encore quelles sont ces consignes. Oui. On peut imaginer qu'elles seront pas favorables à Erdogan, mais pas forcément nettement c'est pas hostiles. sûr, je ne sais pas. Ah bon. Le deuxième tour a lieu dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Et surtout, comme disent souvent des gens comme Parsois ou d'autres, personne n'est propriétaire de ses voix. Oui. Quand bien même il appellerait à voter contre Erdogan, ça ne veut pas dire que ces 5% passeraient contre Erdogan. Mais comme ça pourra être très serré, même si c'est que 2% de ces 5%-là, même si c'est la moitié ou le tiers de ces 5% qui lui obéissent, ça peut faire pencher la balance en faveur d'Erdogan, par exemple. Dans ce cas-là, c'est très, très serré. Et Laurent Arthur Duplessis, nous en avions parlé avant les élections, et vous disiez ça se jouera à très peu de choses. Oui, et ça se confirme. Et ma crainte, et je vous avais dit, dans ce cas-là, quand la marge entre les 2 candidats est très mince, à ce moment-là, la corruption, la fraude peut jouer. Alors oui. Et là, vous disiez que apparemment, mais je vous laisse répondre. Je vais pas. Alors justement, là, ça va pas être très facile de beaucoup frauder. Pourquoi ? Parce qu'en effet, l'opposition à Erdogan, qui est quand même maintenant importante, notamment à cause d'un marasme économique grandissant, caractérisée notamment par une inflation démesurée, puisque elle est chiffrée à 50%, mais dans certains cas même à 100%, et notamment les produits alimentaires. Il y a une inflation terrible. Ça me rappelle le moment où, quand j'allais en Turquie, les billets, et ça rappelait un peu l'Allemagne avant la montée d'Hitler, les billets, il y avait 3 zéros d'une autre couleur, ce qui voulait dire qu'il y avait une inflation qui avait abouti à 1000, au fait que les billets n'étaient que un millième de ce qu'ils étaient avant. Je me rappelle, les billets comportaient un chiffre, et à la fin, il y avait 3 zéros en autre couleur, qui rappelait le fait que c'était l'importance démente de cette inflation. Ça rappelle la République de Weimar de 1923, où à un moment donné, il fallait quasiment presque une boîte de billets pour aller acheter une baguette. Voilà, c'est l'hyperinflation. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, Paroles et Pensées, l'émission de Jean-René Ladmiral, assisté de Nicole, et nous recevons Laurent Arthur Duplessis, géopolitologue, dans la série des entretiens politiques des émissions de Jean-René Ladmiral, et nous parlons des élections turques. Et puis du livre de monsieur Arthur Duplessis, Erdogan ou la haine de l'Occident, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Paru en 2021. Oui. Et alors justement, effectivement, ce marasme économique caractérisé par une inflation galopante dessert Erdogan. Cependant, il faut noter une chose, c'est qu'en même temps que le premier tour de la présidentielle, il y a eu les élections législatives.
pour élire les 600 députés du Parlement pour un mandat de 5 ans. Et là, la coalition d'Erdogan, c'est-à-dire l'AKP et puis le HDP, principalement, et cette coalition est majoritaire. Donc, si Kemal Kılıçdaroğlu est élu, il sera confronté à une majorité parlementaire qui ne sera pas de son bord, mais qui sera du bord d'Erdogan. Et Erdogan sera à ce moment-là le chef de l'opposition. Et en tant que chef de l'opposition, il pourra peser très lourdement. D'autant qu'il est très habile et qu'il gardera de toute façon, on peut dire, une moitié des Turcs pour lui, une petite moitié, mais une moitié, et que par ailleurs, il est à la fois habile et très ferme, très charismatique, dur, sans scrupules, cynique, efficace, et que par ailleurs, il peut s'appuyer sur des mouvements extrémistes. Une base électorale, socio-électorale solide qu'on appelle les Turcs noirs, non pas qu'ils soient de couleurs différentes, mais on distingue les Turcs blancs plus ou moins occidentalisés dans les villes côtières, et puis les Turcs noirs qui viennent d'Anatolie, des paysans plus ou moins illettrés dont la seule culture, c'est l'islam réduit à peu de choses. Alors, il y a les paysans, parmi les Turcs noirs, il y a les paysans, mais il y a aussi une nouvelle classe qui a profité de la croissance économique turque, notamment de la période Erdogan, mais déjà de la modernisation de la Turquie à partir des années 60, une nouvelle classe d'entrepreneurs, de commerçants, qui ont été élevés dans les imams hatip. Les imams hatip sont les écoles religieuses qui, depuis la libéralisation par İsmet İnönü du système politique turc, ces imams hatip qui n'avaient pas cours sous Kemal Atatürk ont pris une extension considérable et ont formé, alphabétisé, instruit toute des générations de Turcs qui sont devenus des petits et moyens entrepreneurs, qui sont devenus une nouvelle classe moyenne turque et pénétrés de foi islamique et de préceptes fondamentalistes. Et ces petits entrepreneurs et cette nouvelle classe moyenne fondamentaliste turque a été une clé de voûte de l'AKP. Alors effectivement, cette nouvelle classe est défrisée par les échecs économiques de l'AKP après avoir été enthousiasmée par les succès économiques antérieurs de l'AKP. Néanmoins, cette nouvelle classe reste très ancrée dans sa foi islamique, fondamentaliste, et rejette complètement tout ce qui est LGBT, tout ce qui est féminisme, théorie du genre, enfin toutes les sottises de la décadence européenne, alors occidentale. Alors que Kemal Kılıçdaroğlu, lui, ouvre la porte à ce modernisme sociétal, comme on dirait en Occident. Donc, cela fait que beaucoup d'électeurs d'Erdogan, malgré la déception liée à l'inflation, vont continuer à lui apporter leur soutien, si bien qu'effectivement, la coalition dirigée par Erdogan a la majorité au Parlement, tout de même. Et puis, il faut voir le fait que la foi islamiste, la foi parfois en général, peut être une raison d'aveuglement. Et quand il y a une crise, la solution, c'est l'islam. Oui. C'est le slogan, l'islam est la solution. Et alors, il y a aussi un autre élément qui fait que il y a encore beaucoup d'électeurs qui soutiennent Erdogan malgré les déboires économiques. C'est aussi la fierté nationale, donc, restaurée, puisque Erdogan occupe une position tout à fait centrale sur la scène politique internationale. Il joue un rôle d'arbitre dans une certaine mesure dans la guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Il a organisé des pourparlers
de paix. Il tient la dragée haute à Bruxelles et à Berlin. Il s'est permis, dans des voyages en Europe, de faire des déclarations d'une très rare insolence à l'encontre des dirigeants allemands, français et de l'Union européenne. Et tout ça réjouit le chauvinisme turc d'une grande partie de la population qui ne s'est pas remise de la chute de l'Empire ottoman, parce qu'il faut bien dire que la mémoire historique joue un rôle considérable en Turquie. Par exemple, les feuilletons, la télévision turque produit avec de gros moyens financiers, des feuilletons d'ailleurs très bien faits, qui sont à la gloire de l'Empire ottoman, et notamment de ses succès guerriers. Et il y a un orgueil néo-ottoman très, 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 très vivace dans une large partie de la population. Et ça, c'est une corde dont Erdogan joue intensivement pour justement pallier les déceptions économiques par la stimulation de l'orgueil national et je dirais de l'orgueil néo-ottoman. C'est ça, il y a à la fois un irrédentisme d'un patriotisme historico-mythique. Et puis, encore une fois, je reviens sur la formule, quand il y a une crise, la solution, c'est l'islam. Comme en Occident, c'était le socialisme. Ça n'allait pas, mais avec le socialisme, tout s'arrangerait. Et ça ne va pas, mais avec l'islam, tout s'arrangera. Le Parlement est renouvelé à quel moment ? Eh bien, le Parlement donc vient d'être élu au premier tour, puisque pour les élections législatives, il n'y a qu'un tour. Et donc, l'ensemble du Parlement est sorti des urnes hier, avec une majorité favorable à Erdogan, avec sa coalition. Et ce Parlement, justement, va être une épine dans le pied de Kemal Kılıçdaroğlu, si c'est lui qui est élu dans 2 semaines, puisqu'en effet, ce Parlement a une majorité favorable à Erdogan, et donc il fera pièce contre Kemal Kılıçdaroğlu. Il est élu pour combien de temps ? 5 ans. Le Parlement est élu pour 5 ans, comme le président. Et du coup, Kılıçdaroğlu sera à ce moment-là obligé de gouverner par décret. La Constitution l'y autorise. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que, évidemment, lui, Kılıçdaroğlu, il s'accompagne sur le thème « Abat le despote », abat Erdogan le despote, le tyran. Mais, s'il doit, lui, gouverner par décret, parce que le Parlement l'empêchera de passer ses lois, Erdogan aura beau jeu à dire le despote, c'est lui. C'est lui. Et le démocrate, c'est moi, dira Erdogan. Donc, je dirais que je ne voudrais pas être à la place de Kemal Kılıçdaroğlu s'il est élu au second tour, parce que l'exercice du pouvoir va être extrêmement difficile pour lui. Et on dira, ben oui, mais alors il faut réformer la Constitution. Seulement le problème, c'est que pour réformer la Constitution, il faut les 3/5 des voix. Les 3/5 des voix, il les aura pas, Kılıçdaroğlu, pour réformer la Constitution. Il les aura pas. Donc ça veut dire que Kılıçdaroğlu devra composer avec une Constitution irréformable dans l'état actuel de la composition du Parlement turc. Donc ça va être une situation politique d'autant plus compliquée qu'il y aura probablement une forte agitation de l'opposition à Kılıçdaroğlu dans la rue. Il y aura probablement des mouvements, des émeutes organisées par l'alliance d'Erdogan, favorable à Erdogan. Il y aura des troubles politiques. Et les moyens de communication sont actuellement, j'imagine, largement infiltrés par les islamistes, et il ne sera pas dans le pouvoir d'un nouveau président qui ne serait pas Erdogan de faire un nettoyage, une épuration de ces moyens de communication. L'important est évidemment les mass médias.
Et alors là, peut-être, il peut intervenir sur la télévision, peut-être il peut changer les chefs. Oui, mais alors là encore, il y a un paradoxe dont il sera le prisonnier. Parce que s'il fait comme Erdogan, c'est-à-dire s'il vire les équipes en place dans les médias, comme l'avait fait Erdogan, mais si à son tour il fait la même chose, là encore, Erdogan va crier au scandale en disant « Mais regardez le despote, il vire les gens des télés, des radios, des journaux. » Un peu comme en France, où l'épuration de gauche des médias est supportée, alors que si la droite fait la même chose, on crée au fascisme. Oui, oui. Et j'ai reçu un message, nous avons reçu un message d'un auditeur qui nous dit « Rappelons qu'en 1974, la Turquie a envahi Chypre, et cela avec la bénédiction des USA et l'épuration ethnique anti-grecque, et l'occupation continue à ce jour avec l'accord des USA et de l'Europe. » Et la lâcheté de l'Europe. Oui, c'est tout à fait exact, cher auditeur de Radio Courtoisie, vous avez tout à fait raison. Et il faut bien constater qu'entre 1974, date de l'invasion du nord de la Chypre par l'armée turque, et 2002, l'accession de l'AKP au pouvoir, le Parti de la Justice et du Développement d'Erdogan, les gouvernements qui se sont succédés ne sont absolument pas revenus sur cette invasion, n'ont absolument pas retiré l'armée turque. Et comme vous le dites très bien, cher auditeur, avec l'approbation de Washington. Et la lâcheté européenne. Et Washington, qui a préféré ne pas contrarier la Turquie, pilier de l'OTAN en Asie de l'Ouest. La Turquie jouait un rôle beaucoup trop précieux, alors vis-à-vis de l'Union soviétique à l'époque, pour que Washington cherche à contrarier les Turcs. La Grèce comptait pas beaucoup, elle était de toute façon du côté occidental, donc il y avait aux yeux de Washington rien à gagner à protéger les Grecs, et donc Washington a laissé faire les Turcs. Et on assiste actuellement à la même chose, la même surdité, le même aveuglement, le silence assourdissant de l'Occident face au traitement de l'Arménie et des Arméniens par l'Azerbaïdjan avec le soutien turc. Et comme vous l'indiquez, cette invasion de Chypre, c'était avant Erdogan, évidemment. C'était du temps d'une Turquie encore kémaliste. Autrement dit, comme vous l'anticipez, si jamais ça n'était pas Erdogan qui était le nouveau président, l'irrédentisme, l'impérialisme turc continuerait. Parce que à la fois c'est dans la tradition, c'est rentré dans les esprits, et puis c'est dans la nature de l'héritage ottoman de la Turquie. Tout à fait. Et c'est là où il y a je dirais une assez large entente entre les actuels officiers de l'armée turque, une armée turque qui a été fortement épurée par Erdogan, mais enfin, à la suite du complot Ergenekon de 2007-2008, qui était assez largement inventé par Erdogan. Oui, c'est ça. Alors, vous allez nous en dire quelques mots, parce que moi, il se trouve que j'étais chez ma femme, et c'était un dimanche, je crois, et je regardais la télévision. Je la regarde très peu, mais il était question de ce coup d'État. Mais à chaque fois, les journalistes avaient un semblant de coup d'État. Oui, parce qu'en réalité... Donc, dès le début, dès le matin, les journalistes avaient reçu des informations, pour pas dire que c'était un coup d'État, mais un semblant de coup d'État. Donc, on annonçait le fait que ça n'en était pas un en l'annonçant. Voilà, donc en 2007-2008, à différencier du coup d'État de 2016, qui est encore autre chose. Alors, en 2007-2008, le fameux complot Ergenekon, qui était une accusation portée par le gouvernement d'Erdogan contre des officiers de l'armée turque, essayant de renverser. Bon, alors effectivement,
c'était assez largement inventé par le régime qui avait fabriqué des fausses preuves pour pouvoir justement à ce moment-là décapiter la direction kémaliste de l'armée turque. Ce qui a permis au régime d'envoyer en prison des dizaines et des dizaines d'officiers kémalistes au prétexte très souvent inventé qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Et moi j'étais étonné dans les reportages de la télévision sur ce semblant de coup d'État, sur le fait que les troupes rentraient en bon ordre dans les casernes. Et vous avez bien raison, ils avaient l'air d'être en perme quasiment. Voilà. Ils donnaient pas l'impression d'être des soldats qui allaient être incarcérés dans des conditions épouvantables et étaient torturés, comme ça arrive pour des vrais séditieux. Ils avaient l'air décontractés et souriants. Voilà, ils rentraient dans les rangs, tranquillement. Et en fait, alors ce que vous évoquez là, c'est pas le complot Ergenekon 2017-2008. Non, je faisais allusion. Ça, c'est le coup d'État de 2016. 2016 qui lui-même alors a un caractère étrange, puisqu'en effet, ce coup d'État, soi-disant fomenté par la confrérie Fethullah Gülen, qui avait aidé Erdogan à arriver au pouvoir en 2002, mais qui s'était retourné contre lui quand la corruption du régime est devenue évidente. Le chef Fethullah Gülen vit aux États-Unis, en exil aux États-Unis. Cette confrérie très puissante dans le système éducatif, etc., est devenue ensuite objet de la vindicte d'Erdogan, justement, puisque cette confrérie qui avait beaucoup fourni de juges à cause de son haut niveau d'éducation avait commencé à pourfendre la corruption du régime. Donc, à ce moment-là, le régime l'a réprimé et le régime a profité du coup d'État de 2016 à la spécie étrange pour totalement éradiquer la confrérie Fethullah Gülen. Alors, avez-vous une idée de ce qu'il y avait derrière? Est-ce que c'était encore vraiment l'armée ou une petite fraction manipulée? Je crois que c'est une fraction manipulée surtout. Une fraction manipulée. On dit qu'il y a eu 250 morts, mais enfin, il faudrait vraiment pouvoir recouper ça. C'est un coup d'État d'autant plus étrange qu'il s'est fait en dépit du bon sens. Ils n'ont pas pris le contrôle de la télé, de la radio, etc. Ce qui est la première chose à faire quand on fait un coup d'État. Donc c'était un coup d'État fait en dépit du bon sens. Il semblerait qu'il y ait eu des officiers manipulés, etc. Parce qu'Erdogan avait besoin d'un prétexte, à la fois pour achever la confrérie Fethullah Gülen et pour achever de mettre en prison une partie des élites turques, journalistes, syndicalistes, intellectuels, à la faveur de la répression liée à ce coup d'État. Donc je reste assez sceptique sur la vraie nature de ce coup d'État. On a dit aussi que Poutine avait prévenu Erdogan de ce coup d'État. Oui, alors c'est ça, on l'a dit, etc. On a dit. Alors, voilà. Mais pour ce qui est du complot Ergenekon en 2007-2008, c'était autre chose. Alors là, il y avait absolument pas du tout de coup d'État. Il y a eu alors carrément là de fausses accusations portées contre... C'est même pas un semblant de coup d'État. Même pas un semblant de coup d'État. Et à l'époque, les juges adeptes de la confrérie Fethullah Gülen avaient joué un rôle très important pour justement les fabriquer, ces fausses preuves, parce qu'à l'époque, la confrérie Fethullah Gülen aidait encore le régime, elle aidait encore. Et puis 2-3 ans après, les juges de la confrérie ont commencé à instruire le procès d'Erdogan de ses enfants, de la corruption et le népotisme, etc. Et alors là, évidemment, la confrérie devenait l'ennemi du régime. Et simplement, Erdogan, il est aujourd'hui quand même dans une position qui est pas facile, parce qu'il n'a plus l'appui de cette prospérité économique dont il avait été crédité largement. Et du coup, évidemment, maintenant, c'est plus difficile pour lui. Mais il a une telle habileté politique, il a une telle maestria politique
qu'il faut s'attendre à ce que il nous joue encore un certain tour. Je ne sais pas ce qu'il peut faire dans l'entre-deux tours. Tout est possible. Hein. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission, dont je veux déjà remercier, avant que nous concluions, avant de vous donner un mot de conclusion, cher Laurent Arthur Duplessis, je veux remercier Nicole, Aline et la dame qui nous apporte les messages, qui s'appelle Michel aussi, voilà. Et puis je veux aussi signaler que, j'ai pas eu le temps de le faire en présentant Laurent Arthur Duplessis, qu'il est patron d'émission à Radio Courtoisie, que son émission s'intitule Libre Journal de la Crise et qu'elle passe le vendredi de midi à 13h30 et elle est rediffusée le samedi à 16h. Et le soir même de minuit à 1h30 aussi. Oui, alors ça, minuit, voilà. 1h30, oui, bon. Oui, bien sûr, minuit, en semaine D. En semaine D, c'est-à-dire que c'est la semaine prochaine. Vendredi de la semaine prochaine. Voilà. C'est tous les 28 jours. Voilà. Comme la nôtre. Voilà. Voilà. Et donc, il nous reste 1 ou 2 minutes. Cher Laurent Arthur Duplessis, auriez-vous une conclusion à improviser comme ça au pied levé? Eh bien, je crois que même si c'est Kemal Kılıçdaroğlu qui est président de la Turquie dans 2 semaines, la politique étrangère turque ne sera pas entièrement bouleversée par cette élection. Il y a une continuité dans cette politique étrangère turque et à terme, la Turquie, je crois, sera un danger militaire important pour l'Europe. Pas seulement militaire, puisque nous sommes infiltrés par des réseaux turcs. Voilà. Et donc nous avons tout à craindre de l'impérialisme néo-ottoman turc, et surtout compte tenu de la lâcheté, de l'ignorance des Français, des castes dirigeantes. Je parle pas d'élite dirigeante, mais des castes dirigeantes. Oui. Voilà, nous restons sur ce pronostic, sur cette perspective qui n'est pas enthousiasmante, mais à tout le moins doit-on à Laurent Arthur Duplessis de nous avoir très tôt ouvert les yeux sur les réalités de la menace turque et de la montée d'une Turquie néo-ottomane, islamiste et impérialiste. Voilà. Merci beaucoup.